celle qui m'a initié à la philosophie, c'est ma mère. Depuis que je suis en médecine, il y a une question fondamentale qui m'a toujours traversé, mais même avant la médecine, c'est notre rapport au savoir. Je suis médecin urgentiste de formation, j'ai absolument pas de mérite. J'étais très en colère contre le terme la médecine moderne. Si les gens veulent aller voir un marabout ou un charlatan, c'est pas un problème. On va dire qu'on est 10 000 dans la tête. Et tu te cherches dans le livre. Exactement. Le savoir est une arme. Quand j'ai refermé le livre, ça a été une claque monumentale. J'ai fêté mes 20 ans en psychiatrie, ça faut le savoir. Déjà à la base, moi je voulais pas partir du Sénégal. Quand je dis plus bactère, c'est que j'étais en dépression après les résultats du concours. Et j'ai même été hospitalisé pendant 2 mois en psychiatrie. Là où il n'y a rien, il y a tout à faire. J'aimerais bien faire la biographie de mes 2 parents. C'était après le décès de ma mère. Je me suis assis et j'ai pleuré. Quelque part, c'est comme si on pleurait avec quelqu'un d'autre. Il faut se faire un récit de soi. Si lui, il a été capable de ça, la vie de ma mère, moi aussi, je vais être capable. Benoît, Oui. on va commencer par ça. Quels sont les livres qui t'ont le plus marqué et pourquoi? Alors, les livres qui m'ont le plus marqué, alors je vais faire un ordre chronologique de mon enfance jusqu'à ce jour. Le premier livre qui m'a marqué, c'était Rouge et le sang des Noirs de Peter Abrahams. C'est la première fois, j'avais 10 ans à l'époque, parce que mon père avait une bibliothèque à la maison, vu que mon père était prof de lettres. Et donc, je me suis retrouvé un jour à aller chercher un bouquin qui avait une couverture rouge. Et je ne connaissais absolument pas cet auteur-là. Et je savais lire, mais je ne comprenais pas forcément tout. Mais le titre m'a de suite parlé. Et quand j'ai lu ce livre, à l'époque, je ne l'ai pas trop compris. J'ai compris l'histoire. Rapidement, l'histoire, c'est en gros 2 frères, un métis, un noir, dans le sud des États-Unis, à l'époque ségrégationniste. Et en fait, le métis, en gros, il y a une histoire de meurtre. Son frère, qui est plus noir de peau que lui, est incarcéré. La justice, enfin bref, de l'époque, quoi, ségrégationniste, c'est qu'il oblige, en fait, dans l'histoire, il migre vers un État du Nord qui était beaucoup plus quand même libéral, moins ségrégationniste. Et en fait, il va faire la rencontre de son identité parce que lui, il ne savait pas se définir dans le livre, en gros. Et ce qui en ressort, c'est qu'il se rend compte qu'il est noir. C'est-à-dire que lui, il se percevait ni noir ni blanc. Mais dans l'histoire, il commence à comprendre une chose qui est essentielle. C'est que ce n'est pas lui qui se définit, c'est que c'est une société blanche, majoritairement, qui le définit en rapport avec une histoire. Et du coup, il prend l'ampleur de ça. Il décide de venger, du coup, ce qui a été fait à son frère. Donc, s'ensuit des meurtres, des assassinats qu'il perpètre. Hein. Et donc, ça pose la question de comment réparer une injustice. Et est-ce que dans une société où, avec un passif colonial, etc., comment se faire justice? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'individu? Moi, à l'époque, j'en avais pas grand-chose. Enfin, je ne savais pas. Hein, moi, c'était plus l'histoire de la vengeance. Et c'est après, quand je l'ai relu 15 ans plus tard, je l'ai relu à 25 ans. Et ça m'a bouleversé. Parce que du coup, entre-temps, je suis arrivé en France. Hein. J'avais 10 ans, j'étais au Sénégal. Entre-temps, je suis arrivé en France. Et du coup, voilà. Donc, mon top 1, c'est lui. Le deuxième qui m'a marqué, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et c'est simple, ça va être très rapide. J'arrive en première année de médecine. À Montpellier. Ça se passe mal, ma première année. Je ne suis pas bien classé, on va dire. Je finis vraiment avec un moral en berne. Et mon cousin vient me voir pour me remonter le moral et m'offre ce livre. Et quand j'ai eu fini ce livre, j'ai retenu une phrase de ce livre qui est « Lorsqu'on aspire à quelque chose, tout l'univers fait en sorte que cela advienne ». Et en fait, ça m'a permis non seulement de reprendre le dessus, de réussir mon concours de médecine. Et après, l'épopée c'est une épopée, hein, c'est une quête. Oui. Mais en fait, c'est aussi, au-delà de la quête, il y a un sens profond dans ce livre, je trouve, de ce qu'est des questions même qui nous meuvent, c'est-à-dire pourquoi on vit, pourquoi on fait des choix, pourquoi se bat-on, à quoi aspire-t-on, et quand le chemin est escarpé, est-ce qu'on abandonne, est-ce qu'on se donne des raisons, des choses comme ça.
Et moi, ça m'avait permis de m'accrocher et de me dire, je l'aurai mon concours de médecine. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis relevé. Et je n'avais pour but que ça. C'était ma maxime pendant 2 ans. Et voilà. L'alchimiste de Paulo Coelho. Le troisième qui m'a marqué, celui-là, c'est même... Enfin, disons que c'est un rappel à mes origines. J'ai relu L'Enfant noir de Kamar Al-Ay en 6e année de médecine. Bon, d'ailleurs, j'en avais fait une story sur Instagram, je me souviens à l'époque. Et en fait, Kamar Al-Ay, c'est vraiment... L'Enfant noir, c'est un récit autobiographique. Donc, c'est un roman qui se déroule, qui est à la première personne, en fait, dans la narration, un style simple, assez fluide. Et en fait, ça raconte l'histoire de l'arrachement, ça raconte l'histoire de la mémoire perdue, ça raconte l'histoire du souvenir, le deuil à soi. Parce que c'est l'histoire d'un gamin qui naît en Guinée, chez les Malinké, donc dans un monde merveilleux de sa société, qui est arraché à sa terre natale, qui arrive en France, à Paris, et puis qui après va connaître la violence d'être confronté à un système qu'il ne le reconnaît pas et qui lui le définit plus que lui ne se définit. Et donc il y a ce deuil de son pays, le deuil de soi, parce qu'il se pose des questions d'identité. En tant qu'Africain, malinké, avec ses rites, ses valeurs, il découvre un monde qui n'est pas le sien, et un monde en plus, il a été arraché littéralement. Hein. Et voilà. Et il y a aussi la question de la transmission, quand restera-t-il de tout ça? Et c'est vraiment c'est un deuil en fait d'un adulte qui parle d'un enfant. Et c'est assez ça m'a beaucoup touché parce que moi du coup ça fait 17 ans que je suis en France et je suis très peu retourné au Sénégal, ce qui fait que du coup quand je l'ai relu à l'époque, il y avait cette part en moi qui me disait au final j'ai quand même eu de la chance d'avoir eu des parents qui m'ont transmis les valeurs sérères, donc je suis de l'ethnie sérère, je parle le sérère. Et donc, ça a remis en perspective cette histoire de transmission, parce que moi, je suis arrivé jeune aussi en France. Donc, voilà. Ensuite, là, pour le coup, on rentre dans le dur, parce que dans le top 5, là, on est déjà à 3 œuvres. Et il faut en citer 2 pour entrer dans la case. Bon, je vais quand même... en donner plus. Non, je vais juste le citer quand même. Je vais quand même le citer parce que, en gros, c'est les 4 piliers qui m'ont construit. Après, les autres, c'est plus ça m'a inspiré, ça m'a guidé. Mais ce qui m'ont vraiment mes piliers, il y a la critique de la raison pure de Kant, pour les raisons, pour une seule phrase, pour une phrase, et pour le coup, je vais très rapide. Kant dit au tout début de son livre, de son œuvre, dans la critique de la raison pure, en fait, il dit une chose qui a changé radicalement ma perspective et ma vision des choses. C'est qu'il dit, c'est pas parce que la raison ou nous, en tant que raison, se définissant par la raison, hein, donc il y a donc il parle déjà, enfin il écrit avec cet héritage cartésien, tout ça, en disant, c'est pas parce que qu'on connaît quelque chose, qu'on le définit comme bien ou mal, et même quand bien même on le saurait, qu'on agit en tant que tel. Et ça c'est-à-dire, c'est une critique fondamentale qui s'articule autour du savoir en tant que produit par la raison, donc comme discours en fait, structurant, et les actes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait ensuite la critique de la raison pratique, la critique de la faculté de juger, etc. Et moi, ça m'a bouleversé. Et enfin, il y a l'existentialisme et un humanisme. Bon, je les mets dans la même catégorie, les deux, parce que l'existentialisme, c'est ce qui m'a permis de tenir après le décès de ma mère. Parce que ma mère est décédée quand j'avais 17 ans, j'étais en première. Et en première, moi, je me souviens, ma mère, en fait, c'est simple. C'est elle-même qui m'avait dit un jour, j'avais 15 ans, j'étais en classe de 3e, enfin j'étais au tout début, et un jour on s'était assis sur la véranda, elle me dit, tu sais qu'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Je lui dis, comment ça? Et il me dit, va demander à ton père. Et bon, mon père m'explique que si Dieu n'existe pas, enfin il y en a qui disent que Dieu n'existe pas parce qu'il y a le mal sur terre, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de mal, etc. Enfin bref, j'étais assez jeune.
Et puis, quand ma mère décède, je découvre ça par un hasard, par le hasard, parce qu'on avait toujours, on avait la bibliothèque familiale qui était assez remplie. Et en fait, c'est un petit discours, hein, pour rappel, pour ceux qui m'écoutent, ceux qui ne le savent pas. C'est pas un livre en tant que tel, c'est pas une œuvre, c'est un discours prononcé. C'est un discours de Sartre. C'est un discours de Sartre à la Sorbonne qui va être édité. Et en fait, ça va résumer en gros la pensée de Sartre. En gros, l'existence précède l'essence, hein, la maxime de sa philosophie, hein, en résumé. Et dans ce discours, en fait, il y a une phrase qu'il dit, c'est que nous nous définissons par nos actes. C'est-à-dire, quoi que l'on pense, on a beau avoir des pensées, des vœux, des machins, des vœux pieux, on veut la paix, la guerre. Il n'en demeure pas moins qu'à la fin des fins, ce que l'on retiendra, ce seront nos actes. Et c'est ce qui nous détermine le plus. En tout cas, moi, c'est ce que je l'avais compris. Et donc, en première, ça m'a permis de tenir. Pourquoi ? Parce que du coup, je me suis dit, j'ai fait un vœu. Et j'avais fait le vœu que je serais médecin un jour pour rendre hommage à ma mère parce qu'elle voulait que je fasse médecine et que moi aussi, je le voulais, hein, pour le coup. Et du coup, je fonçais tête baissée en mode on se définit par nos actes. Donc moi, c'était mes actes et c'était il faut être bon à l'école. Et vraiment, j'étais sartrien à mes 17, 18, 19 ans, j'étais en pur sartrien. C'était toutes mes actions, c'était tout ce que je faisais, c'était le résultat de mes actes. Donc je m'autodéterminais en vertu de cela. Donc voilà pour un petit top 5-6, je vais dire. Après, bon, il y a d'autres œuvres, mais malheureusement, on est limité par le temps. Donc, parce que, bon, moi, je pourrais parler pendant des heures, mais là n'est pas le propos. Mais disons que, voilà, il y a les livres qui m'ont structuré pendant l'enfance, mes piliers, en tout cas. Puis, il y a les livres qui sont un petit peu des guides, des maximes de vie, des choses comme ça. En tout cas, des repères philosophiques, on va dire, ou des repères de pensée, en tout cas, pour un petit peu, voilà. Et puis, il y a les questions beaucoup plus générales au sens grec du terme, c'est-à-dire des questions plus fondamentales. Par exemple, qu'est-ce que la raison, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, pourquoi existe-t-on, où va-t-on, qu'est-ce qui détermine nos choix, etc. Donc bon, voilà. Pour apprendre à te connaître, dis-moi qui tu es sans me dire ce que tu fais. Donc, je m'appelle Benoît Diouf, j'ai 36 ans, je suis né à Dakar en 90, en avril 90, exactement. Et je suis un homme simple qui aime lire, se balader, un campagnard dans l'âme parce que j'ai vécu à la campagne. Enfin, mes parents ont acheté à 20 km du centre-ville de Dakar. À l'époque, c'était des vergers. Donc, je suis un féru des petits plaisirs de la vie, fabriquer son bonheur à partir de rien. Et ma maxime, en général, moi, une de mes maximes, c'est quand là où il n'y a rien, il y a tout à faire. Quand on me dit oui, par exemple, dans tel endroit, dans tel village, dans tel bled, il n'y a rien à y faire, moi je dis non, il y a tout à faire. Moi, c'est ma maxime. Et je suis quelqu'un qui aime lire, qui aime la musique, qui a fait 4 ans de musique au collège, de musique théorique pure, mais je n'ai jamais pratiqué. Il y a juste la guitare un petit peu et un peu le piano, mais bon, ça c'est plus, c'est anecdotique. Sinon, voilà, j'aime manger aussi, j'adore manger. Il y a manger, c'est un art aussi, c'est un peu en rapport à... C'est comme la littérature, c'est un art. Je ne sais pas quel... J'adore la peinture aussi. Et puis, j'aime bien le sport aussi. Je fais pas mal de sport à la fac, notamment. J'ai fait du basket à la fac, j'ai fait de la course à pied, essentiellement, et du vélo. D'ailleurs, on a fini 50e, notre équipe de course à pied au marathon de Montpellier en 2012. On n'est pas un peu fiers. Donc, globalement, je dirais, bon voilà, Benoît Diouf, 36 ans, 77, on va dire, un truc comme ça. Voilà, avec des lunettes et puis qui aime les choses simples de la vie. Et un campagnard dans l'âme. Super. Benoît, maintenant, que fais-tu et surtout, pourquoi le fais-tu ? Ce que je fais en ce moment, je pratique la médecine. Là, à ce moment, je suis en congé, donc je ne travaille pas, ça tombe bien. Donc, je profite du temps libre pour lire. Il faut que je reprenne le sport. C'est une catastrophe parce qu'en ce moment, ça fait 2 mois que je n'ai pas fait le sport. C'est pas normal.
Moi, sinon, voilà, le sport, le tennis, le basket, le foot, la course à pied, le vélo, j'aime bien tout ça. Le tennis aussi, j'en fais. Un peu de natation de temps en temps aussi. Après, j'aime bien marcher, juste sans but, des randos, des choses comme ça. Après, voilà, là, il faut que j'arrache une guitare parce que j'ai envie de me remettre à la musique. Sinon, bon, à part le boulot, là, j'ai des projets là, pour faire des traductions du français vers le CRR. D'ailleurs, j'ai ramené un bouquin. Voilà. Parce qu'il y a un linguiste qui a travaillé sur la question. Donc, pour promouvoir, et surtout, à mon sens, pour qu'il y ait une trace de cela et que les gens... C'est 20 000 mots traduits. Ouais, donc pour ceux CRR qui veulent, français. donc pour tous les CRR de France et de Navarre et du monde entier, ou même pour ceux qui veulent apprendre... Par Ismaël Diouf. Donc c'est un linguiste, on a le même nom de famille, mais on n'a aucun lien familial, je tiens à le préciser. Donc tu ne touches pas de royalties sur les... Non, sur les mais voilà. Donc, d'ailleurs, il faut on est sur un projet où je veux faire traduire des termes médicaux en CRR, parce que la difficulté dans nos pays, surtout au village natal de mes parents, c'est que les gens sont souvent pas alphabétisés. Enfin, du coup, c'est parfois compliqué de les soigner de façon optimale, car ils ont leur langage. En tout cas, ils décrivent leurs mots, donc MAUX, avec leurs mots à eux, dans leur langue, donc, qui n'est pas forcément toujours bien compris ou saisi par le médecin en face ou l'infirmier en face. D'où l'intérêt, moi, je trouve, déjà, de me baser sur ce travail-là pour aller plus loin. C'est un projet en cours. Il y a d'ailleurs un collègue ici qui a fait une appli, en tout cas une plateforme, pour traduire des termes médicaux dans beaucoup de langues. Et j'ai une de mes amies qui a soutenu sa thèse sur une appli pour traduire aussi des termes médicaux dans d'autres langues en direct. Parce que ça coûte cher des fois quand on parle pas le français ou l'anglais ou des choses comme ça et qu'on arrive à dire j'ai mal à la tête ou j'ai mal au ventre, des fois ça peut être compliqué. Il faut faire appel à un traducteur, ça coûte cher. Souvent, c'est, en tout cas à l'hôpital, l'hôpital, l'avantage c'est que c'est une micro-société, il y a tout. Il y a plein de nationalités, plein de gens d'horizons divers, donc on peut appeler un collègue. Il peut être maghrébin, arabe, égyptien, sénégalais. Il va nous traduire, etc. Mais bon, je me dis qu'en 2026, en tout cas au XXIe siècle, où il y a l'IA, il y a des traducteurs, il y a des traducteurs vocaux, il y a plein de choses. C'est peut-être une opportunité pour implémenter ça pour les populations qui n'ont pas eu la chance d'être alphabétisées, justement. Ok, super. Parlons maintenant de ta relation à la lecture. Est-ce que tu peux m'expliquer comment se passe ta rencontre avec les livres? Oula, grande question. Ma rencontre avec les livres, disons que, pour paraphraser, disons que je suis tombé dedans quand j'étais petit, en réalité. Disons que, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon père était prof de lettres, on avait une bibliothèque à la maison et il se trouve que mes frères sont beaucoup plus âgés que moi. Donc souvent, quand j'étais à la maison, mes frères, ils étaient déjà au collège-lycée quand j'étais petit. Et mon père, quand il rentrait tôt de ses cours, qu'il était à la maison ou qu'il n'y avait que moi et ma sœur, en fait, à part mes bêtises, surtout aller trifouiller au niveau des étagères dans la bibliothèque. Je prenais un livre. En fait, au début, je me souviens, j'étais tout petit, je devais avoir 5-6 ans, même pas. Je feuilletais comme ça. Et après, petit à petit, quand j'ai commencé à savoir lire, en tout cas à décoder, à savoir lire de façon linéaire une œuvre, que ce soit un roman, une pièce de théâtre ou une bande dessinée. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, l'école, j'étais quand même dans une école privée catholique où la lecture avait une grande place. On nous obligeait à lire beaucoup. Donc ça y a participé. Mais au-delà de ça, le fait d'avoir une bibliothèque à la maison, d'avoir un père agrégé de lettres, docteur en lettres classiques,
On va dire qu'il y a une grosse part quand même de conditionnement social, quoi. Ouais, tu avais un environnement favorable. Absolument. C'est-à-dire que j'ai absolument pas de mérite. Quelque part, j'ai pas vraiment beaucoup de mérite. Alors, après, avec le temps, bien sûr, j'ai appris à aimer lire. C'était mon refuge. Au début, c'était même pas la lecture, en fait. Au début, c'était le dessin. Comme je te l'ai dit, en fait, dans le collège où j'étais, on apprenait à dessiner. Enfin, on avait des cours de dessin. Et mon passe-temps favori, c'était les jeux vidéo et le dessin. Et je lisais de temps en temps, mais c'était plus des BD, quoi. Même si les BD, mon père ne considérait pas que c'était de la littérature, d'ailleurs, c'est marrant. Et ça a été pendant longtemps les BD. Et je lisais de temps en temps des romans, des choses comme ça. Et c'est vraiment au lycée, en fait, que ça a pris une tournure. Enfin, c'est devenu quasiment... Enfin, ça a explosé, quoi. C'était comme une courbe exponentielle, en gros. C'est-à-dire que là où je lisais 2-3 romans par an, arrivé au lycée, j'en lisais à peu près au moins 1 à 2 par mois, quoi. Donc, et ça jusqu'à la fac, à tel point que je me souviens, il y a des moments, quand je restais 1 mois sans lire, je me sentais pas, je me disais, il faut que je rachète plein de livres pour rattraper, enfin, ce qui n'est pas bien du tout, hein, mais bon, c'est comme ça. Non, puis du coup, après, c'est devenu un refuge. Puis moi, j'ai un imaginaire, on va dire, enfin, je pense à plein de choses. Enfin, on va dire qu'on est 10 000 dans ma tête, pour les dire ainsi. Et donc, ça me permettait de m'échapper, voilà, de créer des mondes dans lesquels, d'imaginer un monde ou des mondes, d'imaginer des scènes. Parce que la force des romans, en tout cas, à l'époque, parce que je lisais essentiellement des romans, je lisais pas d'essais ou de philo, c'est plus tard. C'est que ça me permettait de m'évader, on va dire, en me créant des mondes, dans des mondes décrits par d'autres personnes. Et donc, ça me permettait de vivre par procuration des histoires et surtout aussi de me questionner, de me dire, de me positionner, de me dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, il y a les émotions. Après, bon, ça, c'est... Quand on est... Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était assez primaire. C'est-à-dire, c'était les émotions. Et c'est en grandissant, après... avec le bac approchant, les cours de philo, la maturité, que les questions plus profondes sont venues. Mais au départ, c'est un rapport tout à fait banal, hein. C'était un moyen de m'évader, parfois. Et puis voilà, quoi. Ok, et aujourd'hui, de quoi se composent tes lectures? Ouais, alors aujourd'hui, mes lectures, c'est beaucoup de philosophie, de géopolitique, parfois de romans, de théâtre et des essais sur à peu près tout, hein, de science-fiction. Il y a des romans de science-fiction, la science-fiction revient souvent. Il y a aussi, ouais, globalement, c'est ça. Les romans de temps en temps, mais beaucoup d'essais quand même. Beaucoup d'essais, beaucoup de romans de science-fiction. Je reviens aussi à la littérature africaine parce que j'en ai lu, mais je considère que... Enfin, j'aimerais en lire beaucoup, enfin plus que ce que j'en ai lu, et découvrir aussi au-delà la littérature anglo-saxonne. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis en train de lire Samuel Beckett en ce moment. Ça fait quelques années déjà. Voilà, il y a plein d'auteurs, Jane Austen, Virginia Woolf, etc. Enfin bref, il y en a tant d'autres, hein, mais disons que j'essaie de m'ouvrir aussi à la littérature nordique, à la littérature asiatique, enfin asiatique, en tout cas du sud-est, en tout cas qui concerne ce qui est la Chine, le Vietnam, tout ça, enfin l'ancienne Indochine. Et puis au-delà, la littérature japonaise, pas que les mangas, hein, parce que les Japonais écrivent des choses très intéressantes. Tout à l'heure, lorsque tu as parlé de ton top 5, oui, il y a quelque chose qui m'a marqué, quelque chose que j'ai retenu, c'est qu'à chaque fois que tu parlais d'un livre, tu disais que ce livre-là, il est important à cause d'une phrase. Et la question que je me suis posée, c'est quand est-ce que toi, tu t'es rendu compte que dans un livre, il te suffisait peut-être d'une phrase pour que ce livre-là il change ta vie? La première fois, c'est une œuvre que je n'ai pas citée, c'est un livre qui s'appelle Maïmouna D'Abdoulaye Sadji. d'Abdoulaye Sadji.
ça m'avait marqué à l'époque. J'étais au collège, j'étais en classe de 5e quand je l'ai lu. Et j'ai fait mon collège dans la ville de naissance d'Abdoulaye Sadji. D'ailleurs, il a un lycée en son nom et le collège portait son nom. Il y avait l'histoire, bon, c'était une chose en soi de raconter l'histoire. J'étais passionné par ça. Mais c'est à 12-13 ans, en 6e, 5e, que globalement, quand je refermais un livre, je me disais, enfin, il y avait des phrases qui me marquaient comme ça. Et pour moi, en dehors de l'histoire, ça me ramenait à des questions que je me posais ou que a priori ou a posteriori. Mm-hmm. Et à partir de là, en fait, à chaque fois que je lisais quelque chose, une œuvre, en fait, il y avait systématiquement, sans même que je le veuille, des fois, c'est pas forcément intellectualisé, mais des fois, la phrase arrivait et j'avais beau vouloir en retenir d'autres, des passages, mais en fait, il y avait soit un paragraphe, soit une phrase où au moment, ça me marquait à tel point que c'est comme quand tu marques quelque chose au fer rouge, en fait. Ça ne te quitte pas. Et aujourd'hui, quand tu choisis un livre, tu cherches quoi quand tu ouvres un livre aujourd'hui? Quelles sont tes attentes? Ça dépend du type du moment et du type. Si c'est un roman, en ce moment, disons qu'en ce moment, si c'est un roman, c'est qui va me faire choisir un roman plus qu'un autre. C'est le thème abordé, plus que le titre. Et pour être plus précis, un des critères majeurs, un de mes critères majeurs de choix actuellement, ça dépend moins du style que de la résonance qu'il va y avoir entre le sujet traité et le moment que je vis. Mmh. Donc, quelque part, tu te cherches dans le livre. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, je vais vouloir me consoler. Mmh. Et paradoxalement, je ne vais pas forcément lire des choses joyeuses. Mais ça, c'est décrit en psychologie. Hein. On peut lire des littératures, on va dire, sombres, entre guillemets. Bon, je ne veux pas inciter, c'est différent. Je ne veux pas dire qu'il faut lire quelque chose de sombre quand on a besoin de se réconforter. Mais disons que moi, j'ai constaté un effet paradoxal. C'était après le décès de ma mère, que la littérature sombre, enfin, du sombre ou obscur, en tout cas noir, en fait, paradoxalement, ça me faisait me sentir, de faire mon deuil et de me sentir un peu mieux. C'est-à-dire que ça me permettait de me dire, après tout, ce n'est que la vie. Et ça nous élève parce que quelque part, au-delà de tout, au-delà de nous, de nos êtres, de nos chairs, des objets, qu'est-ce qui va rester? Ce sera ce récit-là. C'est un récit de soi. Et en fait, c'est quelque part, c'est comme si on pleurait avec quelqu'un d'autre. Mmh. C'est une sorte de nostalgie partagée, en fait, de se dire, je reconnais en l'autre une altérité, et cette altérité-là entre en résonance avec la mienne. Et il y a une histoire qui va faire que, pour le coup, ça va me réconforter. Et c'est un peu comme si je disais, je ne suis pas le seul à le vivre. Ça me rassure quelque part. Puis ça va me faire prendre du recul. Je vais déplacer ma focale. Ça va me permettre de me dire, OK, il faut dégrossir, il faut dézoomer. OK, c'est dur, que ce soit la perte d'un proche ou un événement au travail, dans la vie au quotidien. Ça peut être... Et c'est la même chose avec les chansons. Il y a des gens qui écoutent des chansons, pas forcément hyper tristes, mais bon, qui sont un peu, on va dire, un peu tristounées, mais qui paradoxalement vont se sentir mieux après. Et moi, c'est un peu pareil avec les livres, en fait. Donc, après, le second choix, c'est plus la géopolitique et l'histoire, et l'histoire des sciences surtout. Parce que depuis que je suis en médecine, surtout il y a une question fondamentale qui m'a toujours traversé, mais même avant la médecine, c'est notre rapport au savoir. Alors que bon, on peut connaître plein de choses. L'homme est capable d'établir des théories. Enfin, depuis Descartes, on a compris qu'on pouvait décrypter le monde. Enfin, pas que Descartes, hein, mais je veux dire, le savoir est une arme. Et donc, bon, depuis les Lumières, on a utilisé le savoir pour dominer la nature. Hein. C'est ce que dit. C'est ça. On est des héritiers directs de cette période-là. Mmh. L'homme qui domine la nature, qui l'exploite et compagnie. L'homme maître et possesseur. Enfin bref, la citation.
pour ne pas être long. Et donc, moi, il y a toujours eu ce questionnement en moi. Moi, je me souviens, je vais te raconter une anecdote. Un jour, je suis rentré du lycée en classe de première. À l'époque, ma mère était déjà décédée. Et sur le chemin, je me souviens, en rentrant du lycée, c'était une période où on avait eu nos notes du semestre et tout. Bon, bref, j'avais une bonne moyenne, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Et en fait, je m'étais fait la remarque que plein de gens de la classe, qui étaient des gens brillants, qui bossaient sans compter leurs heures et tout, en fait, bon, il y avait quand même un gros gap entre moi et eux. J'étais le premier et le deuxième, voilà, c'était pas ça, c'est pas le sujet. Mais je me suis dit, est-ce que l'intelligence, ce qu'on décrit comme intelligence, donc la capacité à performer à l'école, est-ce que c'est pas une injustice? Du coup, je vais voir mon père, je lui dis, papa, est-ce que l'intelligence c'est une injustice quelque part? Il me dit, ça dépend de ce que tu entends par intelligence. Je lui dis, écoute, là, on a eu nos notes du semestre. Il me dit alors, bon, je lui donne, je lui dis, voilà, j'ai eu 16 de moyenne, tout ça, je suis premier de la classe. Je lui dis, mais le deuxième, il a 13 de moyenne et pourtant, c'est un gars qui bosse dur, qui est très doué, qui bosse même samedi, dimanche, jour férié y compris, enfin bref. Je lui dis, mais moi, quand je regarde, j'ai 4 bouquins de physique, 3 bouquins de maths, 4 bouquins de SVT, j'ai toute une bibliothèque chez moi. Je suis même inscrit, à l'époque, j'étais inscrit à la bibliothèque Maurice Gay de Rufisque, à l'Institut français de Dakar. Enfin, la bibliothèque, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Et il me dit, alors, l'intelligence, c'est une faculté. Effectivement, bon, on peut juger que c'est une injustice parce qu'on ne part pas tous avec le même capital. Ouais. Après, bon, ça, c'est un vieux débat, maintenant, avec la méritocratie et compagnie. Mais en fait, ça m'a amené à autre chose, c'est de me dire, en soi, au-delà de cette question-là, j'ai pris conscience du fait que, dans les livres, je vais souvent, en fait, être happé, ou en tout cas, quelque chose va m'attirer, c'est ce qui se cache derrière, ce que ça dit plus que l'histoire. C'est-à-dire ce que ça dit sur nous, notre rapport au livre, au savoir, aux histoires, à ce qu'on se raconte, à ce qui est raconté, à nos représentations et à ce qu'on prend pour acquis des fois. Donc ça, c'est le côté mes lectures géopolitiques. Après, l'histoire des sciences, l'épistémologie, ça, c'est beaucoup plus récent. C'est lié au Covid, c'est lié à mon cursus de médecine. Bon, sans rentrer dans les détails, c'est un rapport très particulier sur, en gros, sur le lien entre l'éthique, la morale, l'épistémologie et le savoir scientifique. Parce que globalement, on a constaté quand même pendant le Covid qu'il y avait un décalage entre le discours scientifique, les décisions politiques et l'incompréhension de la population. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les discussions sur les complotistes, les anti-vaccins, mais en gros, moi, ce que j'ai constaté, c'est que moi, je faisais partie d'un collectif qu'on appelait le collectif Anti-Fake Med, contre les médecines alternatives, enfin, les gourous qui vendent, qu'on appelle charlatans, hein, parce qu'ils nous définissent. Ça existe, c'est en courant. Bon, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie. Bon, si les gens veulent aller voir un marabout ou un charlatan, c'est pas mon problème. Mais globalement, j'étais très en colère contre un terme. C'était la médecine moderne. Je disais non, c'est la médecine conventionnelle à la limite. Mais que ce que vous soyez au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, il y aura peut-être des différences, des choses comme ça, à la marge, mais ça reste de la médecine conventionnelle. Ce n'est pas une question de moderne, ça n'appartient pas aux Asiatiques, aux Européens, non. Et j'étais farouchement contre. Et donc, je m'étais inscrit dans ce collectif qui a eu gain de cause d'ailleurs, qui a milité pour l'abrogation du remboursement de l'homéopathie, parce que l'homéopathie, c'est du sucre vendu à 450 € le kilo, quand même, il faut le savoir. Je ne vais pas citer de labo, etc. Mais bon, ça, c'est... Voilà. Et l'un des arguments, hein, moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des rapports de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, de plein d'instituts en France, de l'IRDES, l'Institut de la recherche économique en santé, etc., qui disent que globalement, l'homéopathie, c'est 15%, c'est remboursé. En gros, ça fait faire des économies. Et l'idée derrière, c'est que si les gens, on rembourse pas l'homéopathie, ça va nous coûter peut-être plus cher. Donc, on va quand même le rembourser. Sauf que même aux États-Unis, c'est pas remboursé, l'homéopathie, il faut le savoir. Et même sur les médicaments, ils mentionnent ceci n'est pas un médicament. Ouais. Et en fait, moi, ça m'a amené à une autre réflexion, mais radicalement différente. Très radicale, qui est que,
pendant très longtemps, et ça, c'est un des livres que je n'ai pas cité. Si, je l'ai cité, L'utilité de l'inutile, que je n'ai pas cité, du coup. Oui, tu l'as pas cité, tu me l'avais dit lorsqu'on s'est parlé au téléphone. Voilà, donc L'utilité de l'inutile, je le lis en 2015 quand je suis étudiant, enfin, j'étais en 5e année. Il me marque parce que, bon, le propos du livre, il est assez simple à comprendre. C'est que la science, comme en tant que discours, pour expliquer le réel et décoder les lois qui régissent le monde, que ce soit les mathématiques, enfin, la physique, la chimie, quel que soit, parce que, encore une fois, hein, moi, j'aime bien préciser les termes du débat à chaque fois. La science, comme dirait Carlo Rovelli, un philosophe des sciences, et qui est aussi un physicien, hein, il dit une chose, moi, il donne une définition de ce qu'est la science pour lui, et donc par extension la physique, tout ça. Il dit c'est l'effort de l'homme pour comprendre le monde. Et logos, quand même, pour rappeler, logos, ça veut dire discours. Hein. Donc, quand on dit par exemple épistémologie, épistémé, ça veut dire le discours de la science, de la philosophie sur la science. Le logos, c'est le discours avant tout. C'est un discours qu'on fonde pour décrire le réel. Et donc, en fait, ce livre-là, il aborde la question fondamentale qui est que depuis les Lumières, avec tous les courants de pensée sur ce que doit être notre rapport en société, à la liberté, à plein de choses, quelle est la place, en fait, du discours scientifique dans ce monde-là? Et en fait, il y a une tendance quand même qui a en tout cas une évolution historique, je reformule, qui est que depuis la Grèce antique, des plus d'anciennes preuves qu'on ait de production de savoir, il y a toujours une critique du savoir sur son application même. Je donne un exemple simple. Dans L'utilité de l'inutile, il y a un passage où il y a 2 passages très marquants. C'est Hippocrate, donc pour citer quelqu'un de mon domaine, qui en fait prend ses distances avec une façon de faire de la médecine. L'exemple le plus marquant, c'est pas Hippocrate, c'est Archimède. Archimède, ça va parler à beaucoup de gens. Il est connu pour la poussée d'Archimède, mais Archimède est moins connu pour une invention qu'on a oubliée, qui est la catapulte d'Archimède. En fait, Archimède, dans ses écrits et dans L'utilité de l'inutile, j'invite ceux qui nous écoutent, en tout cas ceux qui nous voient ou nous écoutent, à aller vraiment, ce bouquin, il est génial. Ou même si vous voulez lire Archimède, ses écrits, il y a des archives à la BNF et dans d'autres bibliothèques. Vous pouvez même l'acheter sur Internet si vous voulez. En fait, il décrit son système, etc. Et à la fin, il essaie d'avoir une réflexion critique sur son invention. Et il se rend compte qu'il dit textuellement, la même catapulte, la catapulte qui est capable d'envoyer des pierres pour construire des édifices, a servi à tuer des hommes. Il le rejette. C'est-à-dire, il ne dit pas, il ne faut pas créer d'outils, parce que de toute façon, l'homme, depuis la préhistoire, on crée des outils, du silex jusqu'à aujourd'hui. On est parti du silex aujourd'hui. On a des caméras, des téléphones portables, enfin, des smartphones et compagnie. Donc, quelque part, que l'homme fabrique des outils, c'est consubstantiel comme diraient les philosophes, c'est une condition ontologique de l'homme. C'est en nature, pour citer des auteurs. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, en vrai, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'on a petit à petit effacé, enfin, pas effacé, mais il y a eu un impensé depuis les Lumières et leur avènement de l'application même du savoir, c'est-à-dire de la pertinence, c'est-à-dire c'est une chose que de savoir, mais c'est toute autre chose que de ne pas questionner l'impact d'un savoir sur le monde réel. Il y a plein de gens qui l'ont abordé, c'est-à-dire, et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophes qui pensent sur la question. Et aujourd'hui, à l'ère de l'IA, c'est une question d'autant plus prégnante parce que pendant longtemps, depuis la fameuse citation de tout à l'heure, de Descartes, l'homme est maître et possesseur de la nature, on se place au-dessus. Avec les enjeux écologiques et compagnie, la finitude, en tout cas, de notre système, de notre planète Terre, et donc nous aussi, dans notre condition d'humain fini, ça pose une question qui est que pendant longtemps, on a appliqué l'éthos au discours, l'éthos qui veut dire en grec la conduite. Et donc, en fait, la morale vient la circonscrire, ethos va donner éthique. Donc, l'éthique, c'est
comment on se comporte quand on a défini ce qui est bien ou mal. La morale dit ça c'est bien, ça c'est mal, donc elle définit le bien et le mal. Et l'éthique, qui est un dérivé de l'éthos, ça veut juste dire comment on se comporte dans le bien ou dans le mal. Quand on définit un comportement, en tout cas, on l'applique, quoi, en gros. Après, je ne vais pas entrer dans le débat sur les différences entre l'éthique et la morale, les 3 sphères. Enfin bref, ça, c'est de la philosophie de base, on va dire. Enfin, de base classique, quoi, pour ceux qui sont avertis. Et en fait, il y a une disparition, petit à petit, de la critique du savoir sur le savoir. C'est-à-dire, pourquoi on cherche à comprendre le monde? Est-ce que c'est pour produire un savoir pour mieux comprendre, ou c'est pour produire des techniques, des outils pour aller faire la guerre, pour tuer des gens, pour sauver des humains, pour nourrir le monde, enfin, des questions fondamentales. Et au-delà, c'est quand bien même on saurait tout faire, on saurait tout inventer, est-ce qu'il faut tout faire et tout inventer? Et c'est une question qui a un peu disparu, qui revient avec l'IA notamment, on le voit aujourd'hui, et c'est une question fondamentale parce que globalement, pour la première fois, on a créé des machines à qui on a donné des milliards de données qui ont des capacités de calcul monstrueuses. Et demain, il y aura l'ordinateur quantique. Et donc, la question, ce ne sera plus notre mémoire, patati patata, ce sera notre capacité d'analyse, notre esprit critique et la façon dont on va circonscrire les domaines dans lesquels l'homme va garder quand même une certaine, on va dire, ce sera sa chasse gardée, quoi. Ce sera du domaine encore humain. Parce que, à supposer que demain, parce que bon, l'autre jour, je lisais que, pas plus tard qu'avant-hier, je suis tombé sur une nouvelle qui m'a assez bluffé. C'est que normalement, les premiers calculateurs quantiques qui devaient arriver en 2031, et Zuckerberg a annoncé il y a quelques jours là, que globalement, il a 3 ans d'avance. Ce qui veut dire qu'avant même, d'ici 2030, on aura des calculateurs quantiques avec de l'IA. Donc, parlons de l'alchimiste. Tout à l'heure, tu as expliqué un peu comment ce livre-là t'est tombé entre les mains. Littéralement, ouais. C'est un cadeau d'anniversaire en plus. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui, dans ce livre, a résonné en toi à ce moment précis. Ce qui a résonné en moi, c'était l'alchimiste. Bon, c'est l'histoire d'un jeune andalou qui part à la quête de l'élixir de vie, etc. Bref. Et bon, il va de désillusion en désillusion, mais il lâche pas l'affaire. Mm-hmm. Et il rencontre des personnages et qui lui racontent qui lui donnent des leçons de vie, quoi. Et moi, en fait, ce qui a résonné en moi, c'est le fait que le personnage principal, je ne veux pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, il ait cette pugnacité, cette force d'aller toujours de l'avant, même quand en fait tout semble lui tomber dessus. Il n'a pas de chance, quoi, on va dire. C'est un peu un chat noir, quoi, pendant un moment. Et en fait, moi, à l'époque, je me souviens, bon, j'étais jeune, j'allais fêter mes 20 ans, et globalement, j'étais plus bactère, quoi. Moi, je voulais faire médecine. Alors, pour replacer dans le contexte, j'étais pas bien classé, donc je savais que j'allais redoubler la première année de médecine. Et pour moi, tu vas peut-être rigoler, mais pour moi, mon monde s'effondrait. Parce que, mais je le comprends totalement. C'est-à-dire que moi, je suis parti de mon pays, le Sénégal, mon pays natal, avec des honneurs, tout ça. Enfin, je vais pas faire mon CV ici, mais j'étais parti avec cette idée que, c'est pas que je ne pouvais pas échouer dans la vie, mais que globalement, ça n'était même jamais rentré dans mon logiciel. Et le fait d'y être confronté à 8000 km de chez soi, dans un environnement, même si j'ai de la famille en France, j'ai de la famille en France depuis très longtemps, mais bon, j'étais seul à Montpellier, etc. Même si j'ai de la famille à Montpellier, il y a Aïcha qui est à Montpellier, ma cousine, mais on ne se voyait jamais, etc. Enfin bref. Et en fait, je me suis retrouvé comme ça, je me suis dit,
c'est fou parce que je me reconnais dans ce jeune homme parce que globalement, c'est un peu moi. C'est-à-dire qu'il lui arrive plein de choses, il a une quête, il ne l'abandonne pas. Et lui, il a cette croyance, cette ferveur, cette intime conviction que l'univers va s'aligner. Et bon, le reste du livre, tu le connais. Bon, d'ailleurs, il ne le réalise pas tout de suite. Il ne le réalise pas pendant que c'est en train d'arriver. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'allais pas bien, bon, je vais quand même casser. Je vais dire ce que. Bon, c'était pas prévu, mais j'ai fait une dépression. Tu peux divulgacher. Je vais divulgacher. Non, mais je vais parler du coup. Quand je dis plus bactère, c'est que j'étais en dépression après les résultats du concours, littéralement. Et j'ai même été hospitalisé pendant 2 mois en psychiatrie parce que je n'allais vraiment pas bien. Et mon cousin Malik Diouf, que tu connais, qui est, voilà, qui est un petit peu un modèle pour moi, Malik, voilà, et qui m'a offert, j'ai fêté mes 20 ans en psychiatrie, ça faut le savoir, et Malik, c'est lui qui m'a offert L'Alchimiste. Et bon, je commençais à aller un peu mieux. Il m'a laissé avec L'Alchimiste, plus un autre livre d'Umberto Eco, plus un autre livre, Le Père Goriot. Parce que je lui avais dit, ouais, Le Père Goriot, j'aime bien, je ne l'ai jamais fini. Je m'en souviens très bien d'ailleurs. Et quand j'ai refermé le livre, ça a été une claque monumentale. En fait, je suis passé du mec qui s'était dit, c'est fini, j'ai plus d'avenir, Enfin, déjà à la base, moi, je ne voulais pas partir du Sénégal. Parce que j'avais réussi le concours de l'école militaire de santé. Et après, j'arrive, je suis mal classé. Socialement, c'était la galère. Enfin, j'étais boursier d'excellence, mais la bourse, c'était pas ouf non plus. Donc, j'avais du mal à survivre. Je ne pouvais pas faire de boulot parce qu'il y a une période où... Enfin bref, c'était compliqué, quoi. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, si lui... il a été capable de ça, la vie de ma mère, moi aussi, je vais être capable. Et en fait, je sais pas, ça m'a reboosté de ouf. Et à partir de là, mais c'est comme si on me redonnait un second souffle de vie. J'y ai cru. C'est-à-dire, je me suis fait... En gros, c'est comme si c'était une claque, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, je me suis dit, c'est pas fini. Rien n'est écrit d'avance. Est-ce que tu penses qu'on a vraiment une légende personnelle ou est-ce que c'est une histoire qu'on se raconte pour donner du sens à nos choix? Moi, ma conviction... Alors, je vais faire une réponse en 2 étapes, mais très courte. Objectivement, si on devait raisonner en termes cartésiens, il n'y a rien qui laisse penser que, enfin, comme le diraient les philosophes, la notion de destin, de fatum, tout ça, c'est très discutable. C'est de la métaphysique, c'est plein de choses, en bref. Le fait de croire ou non à un destin, à quelque chose d'écrit à la destinée, ça remonte, enfin, c'est depuis le début de l'humanité, depuis qu'on a commencé à se poser des questions, qu'on est sorti de la caverne et compagnie, enfin, ça on sait. La réponse objective, moi, que j'apporte, c'est que ce que j'ai compris, c'est ma lecture personnelle pour le coup, je suis croyant, enfin, je le précise, je suis croyant, voilà, je suis catholique, mais j'essaie quand même de séparer les magistères. Il y a la croyance et la foi, c'est une chose. Après, le récit qu'on se fait du monde, notre représentation du monde, notre projection dans le monde, dans le réel, et de ce qu'on en tire de l'expérience, de nos perceptions et des valeurs, etc. Pour moi, c'est des magistères qui sont différents. Et moi, je crois fondamentalement en une chose, c'est que c'est ma croyance, pour le coup, je sors de du domaine objectif, c'est que je pense que rien n'arrive par hasard. Et que c'est ce que dit Paulo Coelho d'ailleurs, en partie dans L'Alchimiste, mais dans 2 autres livres que je recommande, La 5e montagne et sur le bord de la rivière Pietra, je me suis assis et j'ai pleuré. C'est une autre de ses œuvres. Qu'ils nous disent quoi, ou même dans La solitude du vainqueur, qui est que globalement, en fait, ce que certains vont nommer hasard, d'autres vont la nommer religion, d'autres vont la nommer le destin. En fait, c'est extrêmement subjectif. Mais il faut pour moi, le plus important, c'est pas de dire que c'est vrai ou pas. Non, là n'est pas la question. Pour moi, la question c'est, on a tous
qu'on le veuille ou non, on se raconte une histoire. Il n'y a personne sur Terre, en tout cas, moi, je ne connais personne qui ne se raconte pas une histoire parce qu'on est l'acteur principal de notre propre vie. On est quelque part, on est projeté dans le monde, on est conditionné socialement et biologiquement et sociétalement aussi. On a un héritage culturel, familial, avec des habitudes, etc. Tout ça, c'est de la sociologie. Enfin bref. Et derrière, forcément, on vit des événements, on les vit à l'aune de nos perceptions du monde, de notre perception, des histoires qu'on nous raconte, de nos lectures, de nos rencontres, etc. Et forcément, se dire qu'il n'y a pas de destin, rien n'est écrit ou tout est écrit, c'est faire un amalgame, en tout cas, ou rentrer dans un débat qui est plus que périlleux, qui est de se dire le monde se limite à la réalité objectivable. Et moi, ce discours-là, je le réfute. Nous ne sommes pas que des objets. Nous sommes aussi des êtres qui pensons, qui avons un imaginaire, des rêves, etc. C'est pas moi qui le dis, hein, je veux dire. Il y a le langage, il y a plein de choses. Moi, je cite toujours un auteur. Et je finirai là-dessus. Ludwig Wittgenstein, qui est un des pères fondateurs de la linguistique, a dit une phrase qui est hyper intéressante dans son traité sur la linguistique. Il dit « Notre monde s'arrête là où on est capable de mettre des mots ». Et moi, je le prends comme la façon dont je vis le monde, de me faire un récit du monde, et donc un récit de ma subjectivité, du monde objectif, s'arrête là où je suis capable de nommer les choses. Un exemple tout con, je peux passer devant un pain, la catégorie générique, c'est un arbre. Ce pain-là, si je ne le nomme pas en tant que pain, ça reste un arbre. Oui. Mais le jour où je me dis que c'est un pain, ça change la perspective. Et donc, le réel, il est limité. Le langage, ce n'est pas juste une façon de communiquer, transmettre des choses. C'est aussi une définition de la matérialité du monde et du monde subjectif aussi. Et il y a une chose qu'on ne peut pas emprisonner, c'est notre imaginaire. On peut nous mettre derrière des barreaux, mais à moins de médicaments ou de choses comme ça, je veux dire de façon naturelle, on peut nous mettre dans une pièce de 9 mètres carrés sans voler, mais l'imaginaire, on ne peut pas l'enfermer, à moins que de... Voilà, après, bon, il y a une littérature riche sur le conditionnement, etc., sur l'évolution du jugement sous la censure, etc. Ben, ça, c'est de l'histoire, etc. Mais ce n'est pas ça que je voulais, ce n'est pas le registre. Mon propos, c'est de dire, il y a une chose sacrée chez l'homme que je trouve merveilleuse, c'est cette façon, ce que disait Shakespeare, qui disait, en gros, la vie humaine, c'est une comédie et une tragédie. C'est quand on la regarde de près, c'est une tragédie, mais quand on s'en éloigne, ça ressemble à une comédie. C'est pour rappeler la futilité de la vie, de notre finitude. C'est-à-dire que quelque part, qu'est-ce qui nous élève au-delà des habits qu'on porte, de nos métiers, enfin bref, des voitures qu'on conduit, des diplômes qu'on a, de l'argent. C'est de l'art, c'est de la littérature, et c'est ce qui nous élève. Et ça, on ne peut pas l'emprisonner. Finalement, tout ce que tu dis, ça explique ton intérêt pour la philosophie existentialiste. mais ce qui m'étonne, et la question que j'ai, c'est comment, ayant grandi au Sénégal, comment tu te découvres un intérêt pour la philosophie existentialiste dans une société quand même très déterministe. Absolument. Mais ça, c'est ma mère. En fait, moi, je t'ai raconté, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que en tout cas, la première fois où je pense le monde non plus en termes d'histoire, en fait, ce qui m'a sorti du cadre religieux, c'est un jour, alors, l'histoire, c'est l'histoire de Dieu n'existe pas. J'étais en classe de 3e. En début, c'était les vacances, en fait, entre la 4e et la 3e. Je suis assis, on est assis avec ma mère, on discute, tranquille, les vacances d'été, tu sais comment ça se passe au Sénégal. Et ma mère, on avait souvent des discussions assez... en fait, celle qui m'a initié à la philosophie, c'est ma mère. En fait, des fois, elle me lançait des phrases bateaux. Mais vraiment, en fait, il faut savoir, ma mère, c'était une grande lectrice. C'était une fan absolue de Zola. Elle a torché les Rougon-Macquart. J'ai eu droit. J'ai rien demandé. Merci.
Et non, mais l'Assommoir, la Bête humaine, les Hurons Macquart, enfin, bref, c'était l'enfer, je te jure. C'est des bouquins que j'ai lus quand jeune, quoi. Je veux dire, elle me donnait. Enfin, on avait c'était le Rougon Macquart, quoi. Et on avait plein d'autres livres. Et en fait, ma mère, elle me challengeait souvent. Elle me donnait des petites phrases. Et jusqu'au jour où elle me dit, tu sais qu'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Et ça a suffi. Déjà, de base, moi, je me posais beaucoup de questions sur plein de choses, sur pourquoi le malheur, pourquoi le... Et en fait, cette phrase, cette question qu'elle m'avait posée à l'époque, sans même le savoir, l'a déclenché en moi quelque chose de beaucoup plus... Enfin, de gigantesque. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, je me suis posé des questions, mais laisse tomber. Moi, il y a un jour, c'était le soir. C'est le soir au Sénégal, tu sais comment ça se passe. Après le dîner, on raconte des histoires, on met le thé, tout ça, on est autour. Enfin, c'est hyper convivial et tout. Et en fait, c'était une nuit très étoilée. Donc moi, j'étais là. Je me disais, mais est-ce qu'il y a une limite dans l'univers? À l'époque, je ne connaissais rien en astrophysique. Je n'avais même pas fait les théories gravitationnelles, quoi, de physique et tout. Moi, je savais juste qu'il y a la gravité et tout ça. En 4e, 3e, j'avais fait physique-chimie, comme beaucoup de gens. Donc, je savais ce que c'était la gravité. Et l'univers, le système solaire, tout ça, on connaissait. Mais je me suis dit, l'univers. Tu sais, je me suis dit, mais sur le moment, je me suis dit, moi, je suis Benoît. Je me suis mis à dézoomer, à me dire, je suis à Dakar, à Camp Fall. Enfin, dans ma tête, j'ai fait un voyage, en fait. C'est-à-dire, dans ma tête, je me suis imaginé donc la planète Terre, le système solaire, notre galaxie et l'univers. Et je me suis dit, ça s'arrête où? Mais sur le moment, donc la scène, les gens sont en train de faire du thé, de discuter. Et ma mère me regarde et me dit, mais toi, tu as toujours la tête dans l'univers. Mais à quoi tu penses? Et je la regarde, je lui dis, mais est-ce que l'univers a une frontière? Et elle me dit, mais t'es con ou quoi? Je lui dis, mais non, mais sérieusement. Je lui dis, mais tu sais, je lui dis, les États, les continents, il y a une frontière. Ouais. Le système solaire, il est circonscrit. On a le Soleil, c'est notre étoile, et il y a 8 planètes et une pseudo-planète, Pluton. Désolé, Pluton. Et tu vois, c'est circonscrit, c'est-à-dire qu'à moins qu'il y ait un bouleversement, je veux dire, dans notre système solaire, c'est comme ça jusqu'à ce que notre Soleil s'éteigne dans 4 milliards d'années. Et je me suis posé cette question de me dire, ça va jusqu'où en fait? Mais moi, à l'époque, j'étais loin de me douter qu'il y avait des gens qui avaient déjà pensé des siècles avant. Ouais. Tu vois? Et ma mère me dit, moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais par contre, tu peux aller voir un tel et un tel. Et de là, en fait, je suis allé lire un livre qui s'appelle L'aventure de l'espace, l'Odyssée de l'espace, etc. Des lectures comme ça qui m'ont forgé. Et de fil en aiguille, je me posais de plus en plus des questions sur la nature de l'homme, sur pourquoi on est là, sur comment on se définit, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, est-ce qu'on doit dédier sa vie à un combat ou est-ce qu'on doit juste vivre tranquillement, aller bosser, avoir des diplômes, manger, boire, dormir et aller voter, enfin bref, ce genre de choses. Ou est-ce qu'on se donne une mission, on se dit on est sur Terre pour une raison, qu'on en soit conscient ou pas, enfin qu'on en prenne conscience ou pas, et qu'à un moment donné, on va peut-être réaliser que on est peut-être né pour accomplir quelque chose, pas que des diplômes, des choses comme ça, mais quelque chose qui nous dépasse, ou est-ce que c'est transmettre une histoire, enfin des questions comme ça. Et ainsi de suite, voilà, jusqu'au jour où voilà, j'arrive en première et je découvre Sartre. Et après, je suis tombé du côté obscur de la force parce qu'après Sartre, je me suis attaqué à Camus. Camus, bon, c'était obligatoire. L'étranger, c'était obligatoire. Donc, je l'ai lu en seconde, moi, je me souviens très bien. Après, derrière, en première, j'ai lu Sartre. Et je ne comprenais pas trop, d'ailleurs, à l'époque, la dispute entre Sartre et Camus. Bon. Étant africain, étant né à milieu, en plus, la guerre était finie. C'est plus tard que j'ai su que c'était un petit différent sur l'engagement pendant la Seconde Guerre. Donc, bon. Donc, voilà. Et après, le livre qui va, pour le coup, après l'existentialisme
l'existentialisme, changer ma perspective au sens philosophique du terme en classe de terminale, c'est mon auteur préféré, c'est Kant. C'est Kant et Søren Kierkegaard même. Kant, parce que dans la critique de la raison pure, comme je t'ai dit tout à l'heure, en préambule, il dit c'est pas parce qu'on sait qu'une chose est bien qu'on se comporte en bien ou en mal. Il distingue la raison, donc la critique, la raison pure, c'est globalement que peut la raison, jusqu'où peut aller la raison et comment la raison se pense. Est-ce que, voilà, quelle est la puissance de la raison, etc. Enfin bref, c'est assez obscur. Et bon, après, j'avais lu les 3 pamphlets, enfin les 3 œuvres, donc la faculté de juger et la raison pratique. Je suis sorti de là, je me suis dit, ah ouais, c'est une claque, quoi. Après, bon, j'ai lu les autres bouquins, mais c'est lui qui m'a marqué. Et derrière, ça ne m'a plus quitté. Derrière, encore aujourd'hui, des fois, je me dis, mais... Des fois, je veux faire des projets, je me dis, est-ce que je fais un projet, par exemple, je sais pas, moi... Par exemple, là, je te disais, j'ai un projet d'éditer, en tout cas, de travailler pour écrire un livre de traduction médical CRR, quoi, français CRR. Et j'ai aussi un projet de biographie. J'aimerais bien faire la biographie de mes 2 parents. Et l'autre grand projet, ce serait, alors ça pour le coup c'est hyper ambitieux, tu me diras, c'est même pourquoi pas, on n'est pas à un projet prêt. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, moi je me suis je suis arrivé à la conclusion que tout est éphémère, enfin, ça tout le monde le sait, mais globalement, qu'est-ce qui va rester de nous? Et dans La 5e montagne, le livre de Paulo Coelho que j'ai cité tout à l'heure, il dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il dit: l'impossible existe jusqu'à ce que l'inévitable arrive. Et il raconte une chose au milieu de ce bouquin. C'est l'histoire en gros ça se déroule au Moyen-Orient, dans l'actuelle Jordanie, Israël, tout ça. Enfin bref, cette zone-là, quoi, du Moyen-Orient. Et c'est l'histoire d'un village qui va être détruit, etc. Enfin bref. Et en fait, la question principale dans ce bouquin, c'est que reste-t-il des civilisations ou des sociétés humaines lorsqu'on les a éradiquées, enfin je veux dire tuées, et mais que persiste le récit de leur histoire. Et en fait, il arrive à la conclusion que la mort en tant que telle, ou la disparition, n'est pas celle que l'on croit. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est une violence extrême de se poser la question de notre finitude. En ce moment, comme je t'ai dit, j'étais en train de lire Yankelevitch. Il se questionne sur la mort, notre rapport à la mort. On ne se pense pas tous les jours comme des êtres mortels, c'est normal. Sinon, ce serait invivable. Mais par contre... Donc toi, tu ne crois pas les gens comme Ryan Holiday, qui a une pièce où c'est marqué Memento Mori, et qui, c'est son mantra qui se dit tous les jours. Qui se dit quoi? Il se dit quoi? Memento Mori. Non, mais non, c'est pas que j'y crois pas, c'est que j'y adhère pas. Je le respecte, hein. Tu penses que c'est pas une bonne chose de se souvenir tous les jours non, pas forcément. qu'on va mourir? Non, c'est pas ça ce que je dis. C'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que déjà, bon, je vais faire une petite parenthèse. L'oubli chez l'homme, c'est un processus physiologique. C'est-à-dire que la mémoire, c'est pathologique. De base, hein. Mais pathologique au sens entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, pour mémoriser, le cerveau, en fait, de base, le cerveau, il reçoit une info. Donc, il reçoit une info. Donc, il le stocke et après, il le redonne. Sauf qu'au fil du temps, il a tendance à oublier. Sauf si tu le forces à le retenir. Donc, il y a différents types de mémoire. Je ne rentre pas dans le détail. Ça, c'est voilà. Et pour ceux qui veulent aller chercher, il y a la mémoire de travail, il y a la mémoire à long terme, etc. Mais moi, ce que je dis, c'est que globalement, mais ça, bon, philosophiquement, disons que moi, je fais partie de ces gens-là qui pensent que globalement, enfin, j'adhère à cette courant de pensée qu'il faut qu'on soit conscient de notre finitude, mais on ne doit pas vivre tous les jours en se posant comme question, ou en tout cas en se levant tous les jours
et se disant qu'on est des êtres mortels. Le rappel est nécessaire, mais pas tous les jours. C'est-à-dire que ce serait insupportable une société où tout le monde, tout le temps, tous les jours, toutes les minutes, pense à sa finitude. Ce serait invivable. Et en fait, l'oubli dans ce sens-là, cette espèce d'oubli de notre condition de mortel, c'est nécessaire parce que quelque part, ça atténue la violence du monde, ça atténue cette violence symbolique qui est qu'on n'échappera pas à la mort. Elle le dit, Aminata Sofal, dans un roman, enfin, c'est pas un ouvrage philosophique, mais elle le dit dans l'Appel des arènes, elle dit qu'on devrait remercier alors Dieu, le ciel, vous appelez comme vous voulez, de nous avoir donné l'oubli, parce que sans l'oubli, notre vie serait impossible. Mais exactement. Mais c'est ça. Donc moi, c'est pas que je crois ou pas, c'est un fait en fait. Ok. Qu'est-ce que toi t'aimerais qu'on retienne de toi? Que la transmission est importante et qu'elle peut passer par différents médias et qu'il faut savoir se faire un récit. C'est pas moi qui le dis, c'est Boris Cyrulnik pour le coup, je vais le citer. C'est un médecin psychiatre, neuropsychiatre qui est inventé, enfin c'est lui qui est le père de la notion de résilience. Et qui dit que il faut se faire un récit de soi. Pas seulement un récit du monde, c'est-à-dire pas raconter le monde, ce qu'on voit, les faits divers ou les faits tout court. C'est se raconter tel qu'on est dans le monde. C'est hyper important, je trouve. Et moi, j'aimerais qu'on retienne de moi que je suis un être assez simple finalement, fan de récits et qui aime partager des récits. Et parce que je considère que nous sommes tous des histoires ambulantes. Nous sommes des livres. Et j'invite, pour finir, moi, j'aimerais visiter un de mes futurs projets de voyage, en dehors d'aller dans certaines îles. Ce serait d'aller en Suède. Il y a une bibliothèque qui est assez sympa. Le concept, c'est on ne lit pas un livre, les gens viennent et ils s'assoient avec quelqu'un qui leur raconte leur histoire. Souvent, c'est des gens qui viennent d'Afghanistan, des choses comme ça, ou même d'autres parties du monde. Et ce que ça veut dire, c'est que nous sommes des histoires et on ne le pense pas souvent. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que le mot histoire, c'est un gros mot, que c'est des livres, on l'enseigne à l'école. Non, nous sommes des histoires ambulantes. Dans l'existentialisme et ton humanisme, Jean-Paul Sartre, il dit à un moment donné que au final, les seuls existentialistes qui sont vraiment logiques dans leur pensée sont les existentialistes athées. Parce que la base de l'existentialisme, c'est que l'existence précède l'essence. Exactement. Déjà, toi, en tant que croyant, comment tu t'arrives à réconcilier la philosophie existentialiste de ta croyance chrétienne, catholique? Je ne les réconcilie pas. Tu ne les réconcilies pas? J'ai divorcé, alors pour tout te dire, j'ai divorcé avec cette pensée-là parce que je me suis rendu compte de ses limites. C'est-à-dire que ce serait malhonnête intellectuellement de ma part si je te disais que globalement, je pense toujours comme je pensais à l'époque quand j'avais 16-17 ans, que je me définissais par mes actes et tout. Parce que j'ai fini par comprendre, aujourd'hui j'en ai 36, j'ai 36 ans maintenant, donc il y a 20 ans que se sont écoulés et en 20 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Notamment le fait que définir les personnes par leurs actes, c'est réducteur. Il y a un courant de pensée philosophique qu'on appelle les physicalistes réductionnistes, qui conçoivent l'homme comme une machine, quoi, en gros, comme un ordinateur, et que globalement, c'est une suite, nos actions ne sont que le suite d'un processus comme un ordinateur de tâches, de configuration, etc. Nous sommes quand même des êtres doués de subjectivité, de sensibilité, avec des imaginaires. Et heureusement qu'on n'est pas défini que par nos actes, parce que cela voudrait dire que, quelque part, on oublie la part qu'il y a en nous qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper. Ouais. Et parfois, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est l'acte manqué.
Moi, j'y pense souvent. Parfois, il y a des fois où, par exemple, je rate le bus, alors que c'était le dernier bus pour prendre le machin, et puis finalement, je fais une rencontre où je prends un autre moyen de transport, etc. Je fais une rencontre. Et je me dis, bon, soit on le voit comme ça, on va se dire, bon, c'est un mec-là, il rate son bus, il n'est pas foutu de prendre son bus, c'est un inconséquent, etc. Il avait qu'à être prévenant. Oui, mais quelque part, s'il n'y a pas cet acte manqué-là, si on me définit que par ça, on passe à côté du fait que j'ai pu m'adapter. J'ai pu prendre en considération le fait que, bon, circonstanciellement, je peux trouver un autre moyen, créer une relation avec un chauffeur Uber ou des gens que je ne connais pas, et quelque part, rajouter une ligne d'histoire, un vécu, découvrir une ruelle, un machin. Et quand il s'agit d'expériences professionnelles ou dans la vie, il y a plein de choses. Il y a ce qu'on appelle les non-dits, il y a les actes manqués. Et tout ça, ce ne sont pas forcément le résultat d'une action concrète. Il y a beaucoup de choses qui arrivent qu'on ne souhaiterait pas que ça, enfin, qu'on ne souhaite pas forcément que ça arrive. Il y a des choses qu'on fait qu'on n'a pas voulu. Il y a des actions qu'on mène et dont le résultat est médiocre. Et pourtant, Dieu sait qu'on part tous des fois avec des attentes immenses, avec des volontés. Mais la volonté à elle seule ne suffit pas. Et résumer les gens au résultat de leurs actions, c'est réduire aussi leur volonté, etc. C'est comme dire, si le résultat est mauvais, c'est que tu n'as pas eu assez de volonté, alors que peut-être que si. Et moi, je prends un exemple assez contemporain, un terme qui semble n'avoir rien à voir, c'est la méritocratie. On dit à beaucoup de gens, si vous n'avez pas bien réussi, c'est que vous n'avez pas fourni assez d'efforts. Alors, quand on reprend la sociologie, on a compris que, bon, en fonction du conditionnement social, etc., les habitus, la culture légitime, pas légitime, etc., en fonction d'où l'on vient, on ne part pas avec le même capital, globalement. Et la méritocratie, c'est de dire, enfin, en tout cas, le concept tel quel, hein, parce qu'à la base, ça ne voulait absolument pas dire cela, mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Ben, aujourd'hui, on a ce discours de vous êtes le résultat de vos actions. On le voit sur Instagram, les coachs en développement. Oui, tu es le CEO de toi-même. Des choses comme ça, enfin bref. Non. On ne peut pas exister sans les autres. Mais on ne peut pas non plus être réduit juste à des actions. Oui, mais en même temps, tu vois, pour quelqu'un qui a grandi au Sénégal, tu vois aussi la dérive de l'inverse. Oui. De toujours penser que, au final, ce déterminisme dont je parlais, en fait, de dire que ce qui arrive, c'est juste la somme des événements passés et que quelque part, je te donne un exemple, souvent, quand un enfant il rate son examen au Sénégal, on va dire, est-ce que c'est la volonté divine ? On va dire qu'il y a des gens, ils travaillent bien, c'est juste qu'ils n'ont pas de chance à l'examen. Et de la même façon où on va déresponsabiliser les gens pour leurs propres échecs, pour moi, de la même façon, on enlève aussi le mérite à ceux qui ont travaillé, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, effectivement, là où le débat est ténu, en tout cas, ce débat, il est hyper intéressant parce que là où il y a une zone grise, c'est effectivement quid, au-delà des différences de conditionnement. Effectivement, moi, je vais prendre un exemple même beaucoup plus on va dire, marquant. C'est le rapport au deuil. Quand il y a un accident et que plein de gens décèdent parce que la route est mal foutue, parce que voilà, pour X raisons politico-financières, le chauffeur s'est endormi, le car n'est pas aux normes, il n'a pas passé de contrôle technique depuis la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses. Et ça, c'est depuis, en tout cas moi, depuis que je suis né, et à chaque fois quand je retourne au Sénégal et que je prends un décès, c'est, voilà, tu connais, hein, Ndogaluya, là. Bon. C'est la volonté divine. C'est la volonté divine. Et on l'applique aux examens, à tout dans la vie.
Moi, je trouve effectivement que tu as raison de dire que c'est une dérive. Ça déresponsabilise. Mais en même temps, là où je veux apporter une nuance, c'est qu'il faut se rendre compte, dans un monde globalisé, où globalement on est conscient des inégalités, on est conscient du fait que on ne choisit pas son lieu de naissance, mais de fait, quelqu'un qui naît en Allemagne, aux États-Unis, en Norvège, au Danemark, en Afrique, au Sénégal, au Mali, au Burkina, en Tanzanie, à Macao ou en Australie, n'auront pas forcément les mêmes chances. Mais ils vont vivre dans le même monde. Ils sont obligés. Et dans ce même monde, ils doivent construire quelque chose, une vie, etc., des projets. Et ils vont leur arriver des choses, comme tout être humain, des bonheurs, des malheurs. OK. Ils vont peut-être croire ou pas. Et moi, là où j'introduis une nuance, c'est que, en fait, c'est pas une déresponsabilisation, c'est-à-dire que c'est pas un extrême. Pour moi, c'est pour atténuer une violence symbolique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est globalement, par exemple, l'élève qui a bien travaillé, enfin, en tout cas, qui s'est donné à 100%. Je dis pas bien, on va dire qu'il a été efficace, qui se donnait, qui bossait, on va dire, de la primaire jusqu'en terminale. C'était un acharné de travail. Il voulait réussir. Et bam, il arrive au Sénégal, le taux de réussite, en plus, il y a une politique. Moi, j'ai tendance à croire que c'est fait exprès, mais bon, ça, c'est un débat. Je suis assez d'accord là-dessus. C'est 30%, c'est entre 30 et 40% quand même pour ceux qui nous regardent. Donc, c'est pour dire quoi. Et quand on voit les sujets, c'est une politique, quoi. Je veux dire, je pensais même pas que c'était 30%. Je pensais que c'était beaucoup moins. C'est 30%. Moi, le dernier chiffre que j'avais, c'était 30%. Donc, bon, t'imagines quand même, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'un pays de 19 millions d'habitants, je connais plus le chiffre du nombre de bacheliers, en tout cas pas cette année, mais tu t'es dit que 30% de taux de réussite. Tu regardes les sujets, c'est simple. À moins d'avoir déjà fait le bac, aller à l'université et revenir, tu ne peux pas. Non, mais c'est incroyable, les sujets. Et donc, moi, par exemple, pour en revenir au sujet de ce côté, l'existentialisme et ton humanisme, etc., on est défini par nos actions et comment on le conjugue avec nos croyances, etc. Il y a une tension, bien effectivement, en effet, mais moi, là où, ce que j'ai fini par peut-être un peu saisir ou ce que je commence à comprendre, c'est que ceux qui s'en remettent à leur part de subjectivité, c'est comme pour la mort. C'est pour se dire finalement, en fait, on a quelqu'un à qui confier nos malheurs, on a fait tout notre possible, mais après tout, on n'est que des humains. Ouais. Même le meilleur des humains peut échouer. Et ça atténue une certaine douleur. Et c'est un deuil, quasiment. C'est-à-dire que c'est une violence, quand même. C'est-à-dire que tu as ton enfant, toi, tu as tout fait, tu as dit va à l'école. Et au Sénégal, pour certaines familles, c'est un investissement énorme. Il y a beaucoup de gens qui ont la chance. Moi, je m'estime chanceux. Moi, j'ai rien demandé, mais je suis hyper reconnaissant. Moi, des fois, je me dis, je me sens mal. Des fois, je me dis, mais j'aimerais que beaucoup de gens aient de la chance que j'ai eue. Et beaucoup de gens. Et il y en a qui ont eu plus de chance que moi, clairement. Oui. Je ne suis pas richissime. Mais disons que moi, j'ai eu la chance d'avoir eu un capital culturel avec des habitus qui étaient très marqués déjà là, quoi. Moi, comme je le dis souvent, c'est que globalement, moi, à la limite, je cachais mes BD, mes mangas de Dragon Ball parce qu'on considérait que c'était pas de la littérature, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais qui, dans un pays comme le Sénégal, peut se targuer de ça? Enfin, je veux dire, il y en a pas beaucoup. Ça existe. Ça existe. C'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé de ton parcours et tout. Pour les gens qui connaissent le Sénégal, ils se rendent compte, mais pour ceux qui n'ont pas grandi au Sénégal, qui connaissent pas, c'est quand même assez exceptionnel d'être né au Sénégal et d'avoir grandi dans une maison où tu étais entouré de livres avec un père agrégé de lettres. Je veux dire, c'est exactement ça. C'est une situation exceptionnelle, une mère qui est passionnée de littérature. Exactement. C'est quand même un environnement très favorable. C'est pas forcément une question financière, parce que oui, non, mais on n'a pas parlé d'argent. C'est vraiment juste le côté basique de. Oui. T'es dans un espèce de hub où tout est là, en fait. Oui. Et on te pousse, on te stimule, etc.
Et moi, je trouve que, moi, pour l'avoir vécu, hein, j'ai connu des gens. D'ailleurs, le bac, les résultats du bac, c'est quasiment un rituel. Moi, ça me fait de la peine et ça me fait rire en même temps parce que les réactions, des fois. Ah, c'est souvent mais c'est drôle, mal. Hein. c'est partagé. T'es vraiment partagé entre. Je rigole du malheur des autres. C'est mal, mais je rigole quand même, tu vois. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Et moi, j'ai des amis qui, jusque-là, me rappellent comment je me suis limite moqué d'eux lorsqu'ils ont loupé leur bac. Mais pas dans le sens... parce que pour moi, vraiment, c'était quelque chose de... Pour moi, au bac, tu avais ce que tu méritais. Je sais que c'est très dur. Non, mais oui. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus nuancé quand même. Oui. Mais à cette époque-là, je me disais... Oui, je suis d'accord. Il n'y avait pas de surprise. Oui, je me disais, voilà, moi, je vais au bac pour savoir si je suis premier ou pas. Oui. C'est pour ça que je vais écouter les résultats. Et il y en a, s'ils n'ont pas le bac, bah, ce n'est pas une surprise pour moi. Voilà, je ne vais pas m'apitoyer sur le sort. Là, je suis d'accord avec toi parce que moi, je pensais la même chose. Moi, littéralement, je vais te donner un exemple. Moi, les résultats du bac, je me souviens, c'était horrible. En fait, moi, je n'étais même pas au courant que c'était ce jour-là. Ah, ouais. C'est-à-dire que je m'en foutais tellement. C'est-à-dire que moi, je passe mon bac. Après, je me casse, tu vois. Et moi, je vais avec mes copains, on va jouer au foot, on fait d'autres trucs. Et jusqu'à au moment où on m'appelle, on me dit, il y a les résultats du bac là dans la journée. Je fais, ah bon? Bon, ok, je prends le bus, je vais au centre. Et je suis arrivé littéralement. Le mec est sorti, enfin, le mec du jury, là, le président du jury est sorti. Il a pris sa feuille. Annonce, résultat du baccalauréat, session 2009, lycée machin. Premier du centre, mention bien. Benoît Diouf, je me suis cassé sur le champ. Je te jure, je me suis cassé. Et tu sais, le lendemain, du coup, je me retrouve avec mes potes et ils me disent, mais mec, tu te rends compte de ce que tu as fait? J'ai dit, c'est-à-dire? Ils me disent, mais en fait, toi, tu t'en foutais royalement, en fait. Je dis, mais en vrai, moi, j'étais venu pour le fun. Parce que moi, je voyais les gens stressés, prier. Ah, moi, j'étais quand même stressé. Comme toi, j'étais premier du centre. Donc, c'est l'épisode le plus élitiste que j'ai fait. C'est ça. Moi... Entre premier du centre. Mais moi, j'étais quand même stressé. J'étais stressé parce que... je n'étais pas stressé en me disant je vais être premier ou pas. J'étais stressé parce que je savais que ça allait être la délivrance pour moi. Parce que toute ma vie, on m'a rabâché qu'il fallait que je travaille, il fallait que je sois le premier, il fallait que je sois le meilleur, il fallait que je réussisse, il fallait que j'ai le bac en étant premier, que j'ai une bourse pour aller étudier en France, etc. Ah ouais. Et toute ma vie, j'ai travaillé pour ce moment-là. Dans toute ma vie, réussite scolaire ou professionnelle, après j'ai fait des études universitaires, je travaille dans une grosse boîte, j'ai eu des promotions, je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti ce jour-là. C'est-à-dire la délivrance et la délivrance... Parce que c'était pas le travail uniquement Non, mais je comprends. Et puis même pas la délivrance juste pour moi, la délivrance pour la famille, la délivrance quartier, pour mes parents, tout ça, on connaît, pour le quartier. Tu représentes quelque chose, tu représentes d'où tu viens. En fait, c'est une fierté. Oui, en fait. Et cette délivrance-là, ce succès-là, aujourd'hui, franchement, j'ai du mal lorsque je regarde ma carrière, lorsque je regarde mes études supérieures, j'ai quand même du mal à retrouver un succès à la hauteur de ça. Ben parce que en fait, la portée symbolique n'est pas la même. On vit dans un pays, la France, qui est un pays avec un taux d'alphabétisation énorme, qui a commencé, qui date de Jules Ferry, etc. On a des taux de réussite. En fait, si tu veux, c'est le concept de... Pour le comprendre, faut pour le coup quitter un petit peu la philosophie et la littérature classique, aller vers la sociologie. C'est-à-dire que globalement, c'est la question de la norme, notre rapport à la norme. Globalement, moi, j'ai constaté ça. Un exemple, c'est mon père. C'est que globalement, j'ai fini par comprendre que moi, je suis d'une famille où on est 5. Mes 2 grands frères, il y en a un qui est polytechnicien, qui est ingénieur en génie civil, était brillant et tout. Et moi, j'avais aussi une méga pression. Mm-hmm. Ce qui fait que, du coup, moi, j'avais normalisé dès le collège le fait que moi, c'était même pas une question. C'est-à-dire que
J'étais pas là pour avoir 14 ou 15. J'étais là pour avoir d'autres notes. Et en fait, bon, ça a marché du coup. Mais pour moi, c'était genre la norme, en fait. Pour moi, genre, mon père, pour te donner un exemple, en classe de première, j'avais fini l'année avec 16,33 de moyenne. Quand je lui ai amené le bulletin, mon bulletin scolaire, à la fin de l'année, il l'a pris, il l'a regardé, il m'a dit c'est bien, il me l'a redonné. Mais genre, rien du tout de plus. Pour lui, c'était ce qu'il y avait de plus normal au monde. Et en fait, je me dis, dans un monde où globalement, c'est la norme, ben en fait, les gens, c'est un non-événement à la limite, tu vois. Alors que dans une société où tu as 30% de réussite au grand max, c'est une portée symbolique, tout le quartier va en parler, ça, même jusqu'à... Enfin bref. Et en plus, tu joues littéralement ton avenir parce que ça va conditionner quand même la rentrée. En tout cas, ça va conditionner une carrière, l'obtention ou non, ou bref, d'un diplôme qui va t'ouvrir des portes vers l'université, dans des universités, etc. Ce n'est pas la seule voie de réussite, hein, bien au contraire, mais il y a encore une portée symbolique. D'autant plus quand on connaît les investissements qu'il peut y avoir en termes personnels et tout. Mais en fait, moi, ce qui m'a toujours dérangé, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le côté élitiste. Moi, j'ai jamais apprécié, j'ai toujours été mal à l'aise pour une raison, c'est que moi, par exemple, j'étais conscient de la chance que j'avais. J'étais conscient du fait que, par exemple, c'est con, mais en terminale, j'avais besoin d'un livre des SVT parce que voilà, et il coûtait 22 000 francs. 22 000 francs de l'époque, c'était une somme. Hein. Je suis allé voir mon père. Je lui ai dit, papa, il faut que j'achète le bouquin parce que je préparais plein de concours et tout. Enfin, bref. Et puis, je voulais avoir une bonne note au bac. En plus, j'avais d'autres bouquins, mais il me fallait celui-là. En plus, il me dit, ça coûte combien? Je lui ai dit, j'ai regardé, ça coûte 22 000 francs. Bon. Et il prend l'argent, il me donne. Je vais à côté du marché Carmel, il y a une librairie, la librairie des 4 vents ou je sais pas quoi là. J'y vais, j'achète le bouquin, je reviens. Et c'est des années après que je me suis dit, attends, moi en terminale, j'avais 4 bouquins de physique, 5 bouquins de maths et 4 livres de SVT. Qui fait ça? Personne. Tu vois, et c'est là où je me suis dit, quand j'ai reçu le prix de mathématiques de la Sénélec, le prix d'assesseur du concours général en physique, le prix d'excellence des prix à la normale. En fait, à la fin, je voulais même plus y aller parce que je me sentais mal pour une raison, c'est que moi, je voyais qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus méritants que moi, en tout cas, je le considérais comme ça, qui cravachaient, qui travaillaient, mais qui avaient moins de ressources que moi, donc on se prêtait des bouquins. Mais en fait, j'ai pris conscience à cette époque-là que le mérite, c'est hyper relatif. Ouais. Entre un gamin qui va vivre dans un environnement où il va avoir accès à plein de ressources, avec qui va naître dans une fratrie où les gens ont un niveau qui vont lui expliquer des choses, il n'y aura pas besoin de payer des cours de renforcement, le papa est lettré, la maman est lettrée, enfin bref, ce genre de choses. Moi, si tu veux, à la fin, j'étais limite mal à l'aise. Tu vois. Parce que à côté, tu avais le génie de Tambacounda, de Saint-Louis, de Matam. Le gars, il avait que des chaussettes claquettes, il avait une école en bois, il te démontrait des équations de l'espace. Et toi, il te fallait torcher 3 bouquins. Encore, toi, c'est depuis ton enfance. Tu vois, et je me suis dit, on ne récompense pas. En fait, pour moi, j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, si un jour j'ai une position, quelle qu'elle soit, si j'ai la capacité d'influer, je vais supprimer, enfin pas forcément supprimer, mais je vais inciter à ce qu'on remette des prix aux gens qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire arrêter de glorifier. Alors la réussite, c'est très bien. Genre les mecs qui font Prytanée militaire, qui fassent des parades. Moi, je suis pas d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Mais en fait, c'est quelque part ne pas prendre en considération le fait que une réussite, quelle qu'elle soit, surtout dans le monde académique scolaire, dépend de certaines conditions. C'est pas qu'un intellect. La motivation, c'est pas juste une question personnelle. Et en faisant ça, c'est-à-dire en récompensant toujours les meilleurs, le message qu'on donne, c'est certes,
Si un jour vous devenez bon, vous aurez droit à la même chose. En gros, c'est voilà. Mais et puis tu as dit en récompensant les meilleurs, l'école ne récompense pas les meilleurs, l'école récompense ceux qui s'adaptent mieux au système. Les meilleurs au système de notation de l'école. Exactement. Parce que, par exemple, l'école déteste les créatifs. Ah, ça. On a 2 traditions à la fin de ce podcast. La première, c'est que je demande toujours à mes invités, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu penses je devrais absolument inviter dans ce podcast? Je vais me faire détester. Pourquoi? Non, rien, je déconne. La prochaine personne, Malik, si tu nous écoutes ou si tu nous vois, je vais nommer mon cousin Malik Diouf parce que je pense que il aura des choses très intéressantes et son rapport au livre, à la littérature et de la façon dont lui, déjà, bon, on a cette passion-là en commun, c'est qu'on aime lire, mais on n'a pas le même rapport au livre. Et je trouve que ce serait intéressant. Parce que lui, il est entrepreneur. Moi, je suis dans un métier qui n'a rien à voir avec le sien. Et je trouve que avoir la vision de quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat et qui aime lire, pas que de la littérature de son domaine, mais toutes sortes de littérature, ça peut être intéressant parce que, voilà. Ok, la deuxième tradition dans ce podcast, c'est que j'offre toujours un livre à mes invités. Ah, ce n'est pas un livre que je choisis, c'est un livre qu'un autre invité choisit pour toi. Et le livre qui a été choisi pour toi, c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougarsar. En plus, on est de la même génération, Mohamed. Ah, c'est vrai, il est né en 90 aussi. Ouais, on a passé le bac ensemble. On s'est été croisés au concours à la Bingay pour c'était quoi déjà? Enfin bref. C'est après, je me suis dit, mais ce gars-là, je l'ai dû le voir quelque part. Et après, son nom m'a dit quelque chose. Ah ouais. Est-ce que tu l'as déjà lu? Non, je l'avais acheté, mais je l'avais pas commencé. Comme je l'ai dit, ma soeur me l'a piqué. Non, elle ne me l'a pas piqué. Je l'ai oublié chez ma soeur, pardon. Et après, bref, sombre histoire. Tu pourras lui donner ton exemplaire. Sombre histoire. SP, si tu nous écoutes, je n'ai pas dit que tu as volé mon livre. Hein. Bon, merci Benoît d'être venu partager avec plaisir. Toutes tes réflexions, tout ce qui se passe par la tête, ton rapport à la médecine, ton rapport à l'IA, ton rapport à la lecture, toutes tes philosophies. Voilà. J'ai dit tes philosophies. Non, moi je suis comme Amel Bent, hein, je n'ai qu'une philosophie. Et je te laisse le mot de la fin. Voilà, je pense que c'est un bon mot. Enfin, je sais pas. Tu n'as qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. Super. Voilà. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, prends 2 secondes pour t'abonner à ce podcast. Plus on est nombreux, plus je peux te proposer un contenu de qualité. Pense aussi à laisser une note ou un commentaire, ça fait vraiment la différence. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Si tu as aimé cet épisode, je te propose celui-ci ou alors celui-là.